bonsoir. Dans l'actualité ce soir, Kankan s'apprête à vivre l'un des plus grands moments de son histoire. La ville va abriter les festivités de l'an 59 de notre indépendance avec à la clé l'inauguration des infrastructures réalisées dans le cadre de la célébration de cette fête. Et puis à Conakry, l'occupation anarchique des artères, toujours une réalité dans la capitale. À Matoto, le phénomène persiste encore malgré l'opération de déguerpissement enclenchée récemment par les services de sécurité. Enfin, la distribution des cartes d'électeurs est effective depuis le 6 janvier dernier, mais des insuffisances sont signalées à Ratouma et à Matoto. Les commissions de distribution traînent encore les pas. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Kankan attend demain le chef de l'État à la capitale de la Savane va vivre l'un des plus grands moments de son histoire. En effet, les nombreuses infrastructures réalisées dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance seront inaugurées. Cette politique qui a produit des effets positifs dans d'autres régions du pays sera saluée. Elle traduit les ambitions de changement du pays depuis 2011 et Kankan est devenu le symbole fort du nouveau visage de la Guinée. Kamara Boubacar. Jamais la deuxième ville du pays n'a aussi été confortable dans sa position. Des rues larges bitumées, des édifices de souveraineté fièrement dressés, des places publiques assainies et aménagées. Kankan n'est plus couverte de poussière, ses nuits ne sont plus ténébreuses. Le légendaire Milo revit avec éclat. La jeunesse s'apaise et se livre au jeu dans des infrastructures modernes. Sans coup férir, Kankan est l'emblème parfait du premier tour des investissements d'une Guinée qui se réveille de l'intérieur en comptant sur ses ressources propres. Boké a servi de rampe de lancement à ses chantiers de développement. La ville natale du chef de l'État, riche mais exsangue, avait alors bénéficié à elle seule de 110 milliards de nos francs pour s'offrir de parures dignes. À Sérékoré, le spectre d'intervention s'est élargi. En plus de la capitale régionale, les préfectures environnantes sont touchées. 65 infrastructures donnent une dimension nouvelle à la présence de l'État ici. Notre cité zanicolaire nous en revient plus belle, plus attrayante, plus moderne, plus lumineuse, avec les lampadaires qui jalonnent des voies dégradées, désormais recouvertes de macadam, avec les larges trottoirs, des bureaux flambant neufs pour l'administration préfectorale, l'inspection régionale de l'éducation, le commissariat de police, la gendarmerie départementale, une villa des hôtes splendides, une pittoresque place des martyrs, un centre artisanal, la résidence du préfet, j'en passe. À la calebasse de paix et d'hospitalité érigée en forêt succède la jarre nourricière de Mamou. L'apothéose est portée à son comble. Le changement est éblouissant. Il dépasse toutes les espérances réalistes pour cette ville accidentée au carrefour pourtant du pays. L'exploit est historique. Professeur Alpha Condé est dans les cœurs. Monsieur le Président, si tous ceux qui vous ont précédé à la tête de la Guinée avaient fait seulement le quart que vous avez déjà réalisé, la Guinée serait aujourd'hui le pays le plus développé. Le peuple de Guinée n'est pas ingrat, il est reconnaissant. Le peuple de Guinée vous dit merci, encore une fois merci. Et le peuple de Guinée est conscient que vous êtes venu un peu trop tard. Il serait déjà très loin. Donc on vous dit Goli. Après Mamou, Alpha Condé perçoit encore mieux la portée de sa politique de fer tournante. Il redouble d'efforts. Le projet devient un programme d'investissement massif. La Guinée profonde a soif d'infrastructures. Kankan, la plus vaste région du pays, est à la traîne. En 3 ans, sa ville mythique est remise en selle, ainsi que des villes longtemps oubliées par le budget national de développement, comme Mandiana, Kerouané, Kouroussa ou Siguiri. D'un triomphe si beau, la Guinée se prépare alors à la fête à Kankan. Une fête pour magnifier les réalisations infrastructurelles, mais surtout une fête en l'honneur du chef de l'État, l'acteur du miracle. Le chef de gouvernement est déjà sur place à Kankan. Mamadi Youla salue les efforts fournis dans la réalisation des infrastructures dans la région de Kankan. Une occasion pour le locataire du palais de la Colombe de Boulbiné de rencontrer la notabilité de Nabaya. Khadi Kamara, Kabasouma.
L'arrivée du Premier ministre chef du gouvernement Mamadi Yula à Kankan-Baté, ville de négoce par excellence. L'objectif est d'assister aux festivités de l'an 59 de l'accession de notre pays à l'indépendance. Initiée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, cette fête tournante à l'intérieur du pays vient accélérer le processus de développement social et économique de la Guinée à travers la construction des infrastructures de qualité dans nos régions. Ce vendredi, le Premier ministre Yula s'est acquitté de ses obligations religieuses à la grande mosquée de Kankan-Nabaya, en compagnie de certains membres du gouvernement, des hauts cadres de l'administration et d'autres fils ressortissants et résidents de la région. Je crois que demain, à l'occasion de la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et surtout de l'inauguration de la plupart de ces infrastructures, nos compatriotes, les Guinéens, verront le travail qui a été fait ici et surtout le bien fondé de ce choix fait par le chef de l'État d'organiser de façon tournante les fêtes de l'indépendance et l'impact que cela a dans le développement de nos villes, de nos préfectures et de nos régions. Je crois que ça se passe de commentaires. Lorsque vous tournez aujourd'hui dans la ville de Kankan, vous avez une ville qui a un tout autre visage. Vous avez des infrastructures flambant neuves et aussi beaucoup de réalisations. Et vraiment, je crois que cette initiative a été très très bien inspirée et je souhaite en tout cas qu'elle se poursuive avec bien sûr les moyens. Alors demain samedi, Kankan va vibrer au rythme des 59 ans de l'indépendance de la Guinée avec des invités venus de 4 coins de la Guinée. Les festivités de l'an 59 de notre indépendance seront célébrées du côté de Kankan. Justement, nous retrouvons notre équipe basée sur place en direct avec Alia Kamara. Alia, quelles sont les grandes articulations de l'édition spéciale de ce soir sur l'an 59 et quelles sont les dernières informations par rapport à cette fête d'Alunabaya? Oui, je vous reçois très bien, Falilou. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue en direct de Kankan. C'est l'effervescence ici. On est déjà dans l'ambiance de la fête à quelques heures du plus historique samedi de cette ville. Le chef de l'État est très attendu à Kankan, mais pas que. Les 4 autres préfectures de la région se préparent à accueillir le professeur Alpha Condé. C'est une fête en 2 temps. Kankan demain, puis ce sera le tour des autres préfectures dimanche. C'est donc, comme je vous l'ai dit, une fête en 2 temps. Et au sommaire de l'édition spéciale de ce soir, le point sur l'ensemble des infrastructures réalisées pour cette fête nationale, une fête célébrée en différé comme on vous l'a déjà dit dans nos éditions précédentes. Les infrastructures seront officiellement remises aux populations. Ces infrastructures, nous vous les présenterons officiellement. Certaines sont dédiées aux jeunes, beaucoup d'ailleurs, ici à Kankan, mais aussi à Sigiri. Nous allons vous les présenter ainsi qu'une interview exclusive avec la ministre des Travaux publics, une interview conduite de main de maître par Makale Souma. À tout à l'heure. Dans un instant, vous suivrez juste après Guinée Info, une édition spéciale en 59 sur la place publique de Kankan avec Alia Kamara. Dans l'actualité également, la Confédération africaine des organisations de la pêche artisanale et son antenne en Guinée échangent sur le développement de la filière. Un plan national d'orientation sera élaboré. Le modèle guinéen en matière de gestion des pêches doit servir de repère pour améliorer la gouvernance dans le secteur. Abdoulaye Ningelande Diallo. En Guinée, la pêche artisanale est l'un des sous-secteurs du monde rural qui contribue largement à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Sur le continent, plus de 100 millions de personnes vivent des revenus de ces secteurs, selon les statistiques officielles. Pour pérenniser ces avantages, les acteurs de la Confédération africaine des organisations de pêche artisanale sont à Conakry. Ils viennent explorer le modèle guinéen en matière de pêche. La pêche artisanale joue un rôle extrêmement important dans nos pays en termes de création d'emplois, d'assurer une meilleure sécurité alimentaire et de mettre à disposition les produits halieutiques aux populations les plus démunies. Mais ça, on ne peut pas le faire sans une bonne gouvernance de ces pêcheries et dans un cadre transparent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes venus ici en République de Guinée, justement pour promouvoir ces directives volontaires et ce cadre de stratégie de politique africaine de pêche
pour qu'il y ait un plan d'action national. D'ailleurs, le premier pays africain à avoir ce plan d'action national là qu'on va élaborer, c'est en Guinée, qui va nous servir de modèle et de guide pour les autres pays africains. Le gouvernement guinéen et ses partenaires considèrent le secteur des pêches et de l'aquaculture comme un segment important dans le PNDS, Plan national de développement économique et social. La présente rencontre vient en appui à cette initiative dont le but est d'améliorer la gouvernance dans le secteur. Mais vous savez, dans le passé, on se focalisait sur la pêche industrielle. Mais l'année 2018, là, nous allons faire en sorte que la pêche artisanale ne nous échappe pas. On va commencer à appliquer la loi avec une rigueur, de telle sorte que les fauteurs de troubles en payent. Parce que la plus grande partie de la pêche illicite se pratique à la pêche artisanale. L'industriel, on a presque maîtrisé, mais la pêche artisanale, on est loin de maîtriser. Réunis à Malabo en 2014, les chefs d'État africains se sont engagés à développer des actions en faveur de la gouvernance des pêcheries sur le continent. Un engagement qui devrait permettre d'améliorer le panier de la ménagère afin de mieux approvisionner la population en poissons, considérée comme l'une des denrées les plus consommées. Mine, avec le séjour d'une mission de l'Union africaine à Conakry, elle vient évaluer la Guinée dans le cadre de la domiciliation du Centre africain de développement minier. Pour les spécialistes, des potentialités existent pour que la Guinée abrite ce centre d'intérêt minier de l'Afrique. Valérie Talimanet. Avec 40 milliards de tonnes de bauxite et 20 milliards de tonnes de minerais de fer, le sous-sol guinéen dispose d'au moins un tiers des réserves mondiales. Aujourd'hui, le pays compte booster son secteur minier. Pour mieux vendre ce potentiel, la Guinée a présenté sa candidature aux côtés de 4 autres pays pour abriter le Centre africain de développement minier. Le Centre africain de développement minier sera un centre de recherche qui pourra nous apporter de l'expertise pour le développement minier du secteur. Ensuite, ça sera aussi une occasion de créer du travail, des emplois pour les Guinéens sur le sol guinéen. Ensuite, ça nous permettra d'avoir l'attention du monde minier sur la Guinée. En séjour d'évaluation en Guinée, la mission chargée d'étudier les différentes candidatures s'entretient avec les cadres du département des mines et de la géologie. Des potentiels du pays sont présentés en anglais pour faciliter la compréhension des missionnaires. L'exposé devrait accroître les chances de la Guinée pour héberger l'infrastructure africaine de développement des ressources du sous-sol. First and foremost, il y a 3 raisons principales qui font que la Guinée a de fortes chances de remporter d'abriter le centre africain. Premièrement, la Guinée est un centre minier d'exploitation par excellence et la Guinée abrite, entourée par des pays qui font de l'exploitation minière, et le pays peut être un très bon incubateur du fait qu'il est très intégré au niveau de la sous-région. La deuxième disposition est que la Guinée a eu à changer son code minier. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment fondamentale pour le bon fonctionnement du secteur. Et la troisième chose est que la Guinée est un membre fondateur de l'Union africaine avec l'OUA que l'on a connu avec le président Ahmed Sékou Touré, et que le président actuel de l'Union africaine qui assume parfaitement son rôle, à savoir le professeur Alpha Condé, qui pousse évidemment, qui fait de la Guinée un centre qui donne de fortes chances à la Guinée de pouvoir abriter ce centre. Pour les missionnaires, la Guinée pourrait remporter grâce à sa politique de gouvernance qui offre en moyenne entre 60 et 80% de recettes d'exportation, soit le quart des revenus de l'État. Autre titre de l'actualité à Conakry, l'occupation anarchique des artères revient en force à Mototo. Plus rien ne semble arrêter les étalagistes malgré cette opération de déguerpissement enclenchée par le ministère de la Sécurité. Mieux encore, la chaussée devant être réhabilitée est occupée illégalement. Le constat avec Fatoumata Batouli Diallo, Marie-Angélique Bangoura. L'occupation anarchique est devenue un phénomène récurrent à Conakry. À Matoto, par exemple, la route en réhabilitation est envahie par les étalagistes et ambulants. Une situation qui empêche le déroulement normal des travaux de réhabilitation de la route.
Les occupants de la chaussée dénoncent un manque de place dans le marché. Le marché ne doit pas se trouver dehors. Nous sommes là, mais les autres femmes pour vendre ici. Parfois, les militaires viennent pour nous dire de quitter ici. Dites à monsieur on prend nos marchandises, on garde avec eux ici. Nous, on va vendre pour rien gagner. Parfois, on donne l'argent, 5 000, 3 000 comme ça là. On donne nos marchandises. En promenant notre caméra dans le marché, le constat est tout autre. Des tables vides. Quelques rares femmes trouvées sur place dénoncent l'occupation de la chaussée qui entraîne la rareté des clients à l'intérieur du marché. Pour lutter contre l'occupation anarchique de la chaussée, un mur en béton est construit pour maintenir la distance de sécurité. Une barrière physique qui n'arrête cependant pas toutes les vendeuses. Le problème de l'occupation anarchique, surtout au bord des marchés, parce que c'est surtout là que ça se fait. Et que cela a des impacts extrêmement importants. Cela va jouer sur le temps de travail. Il y a des travailleurs qui doivent arriver au boulot à 8 heures, n'arrivent qu'à 9 heures. Malgré cette mesure pratique, les femmes ne semblent pas mesurer le danger lié au commerce en bordure de route. Plus que jamais, le combat contre l'occupation anarchique de la voirie publique reste encore un grand défi. Et puis le gouverneur de la ville de Conakry appelle les étalagistes à regagner les marchés ainsi quitter les artères publiques. Le général Mathurin Bangoura est au micro de notre reporter Fatoumata Batouli Diallo. Je vous ai donné l'exemple de la banque centrale de Tombo. Quand je venais de prendre fonction, les femmes vendaient sur le goudron. Je sortais tard la nuit, j'ai pris des femmes que j'ai déposées à la maison centrale à 22 h. Quand on a fini de dégager, les mêmes femmes reviennent fumer le poisson sur le goudron. Et dès que vous touchez à une femme, on va dire on n'a pas les moyens, c'est notre source de revenus, c'est sur ce goudron-là nous pouvons vendre pour avoir quelque chose pour notre famille. À cela, je demande l'implication de tout le monde. Nous, en tant qu'autorité régionale, nous nous sommes battus pour dégager des chaussées. C'est à mon temps, on a créé la police verte. La garde communale est là. Les gens sont habillés. Ils sont sur le terrain. Mais quand vous dégagez l'effectif qui est là, qui n'atteint pas les 600 personnes, vous ne pouvez pas à la fois occuper toutes les communes. Et quand vous dégagez tout de suite, les minutes qui vont suivre, les gens vont revenir. Nous dégageons ces femmes, elles reviennent. Dès que vous prenez le plateau de quelqu'un, on va dire c'est son capital qu'elle a eu depuis combien de temps. Mais il faudrait que vous compreniez qu'aucun pays ne peut se développer sans sacrifice. Vous voyez le cas de Madina. J'avais dit que je n'occupais pas Madina si je n'avais pas les moyens. Et j'ai eu les moyens. Les gens venaient vendre sur le pont. Vous l'avez vu. Des embouteillages, non. Et si tu as la malchance de toucher à la marchandise d'une femme ou d'un jeune, mais tu es mort. Tu es mort. Oui. Mais aujourd'hui, on a réussi à ça. Puisque j'ai laissé des tampons qui sont là. Les agents sont là tous les jours. C'était plutôt un extrait de l'émission Face au peuple sur les antennes de la télévision nationale. Comment minimiser les risques d'accidents liés aux taxis-motos? La question préoccupe le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Pour gagner ce pari, les responsables de la sécurité routière privilégient le partenariat public-privé, une action qui prend forme du côté de Koya à travers la formation de 300 conducteurs de mototaxi. Lancé Kamisoko Daouda Bansila. Depuis quelques années, le taxi-moto occupe le terrain dans le transport urbain. Pourtant, ce moyen de transport est à la base de plusieurs cas d'accidents, selon un rapport de la police routière. Pour minimiser le risque d'accident lié au taxi-moto, les autorités en charge de la sécurité et de la protection civile privilégient le partenariat public-privé. À Koya, une entreprise vient de lancer la formation de 300 conducteurs de taxi-moto sur le code de la route. Une formation sanctionnée par un permis de conduire et une attestation de fin de stage.
Je viens d'apprendre que, avec la formation, ils ont trouvé le permis de conduire pour les motos. Ça, félicitations pour l'ONG, félicitations pour le formateur. Tous les usagers de la route doivent être munis d'un permis de conduire. C'est le permis A et A1. Mais je le dis et je le réitère, monsieur le formateur. Tout permis, tout agent, tout élève qui doit passer, envoyer les dossiers officiellement dans un commissariat ou commissariat central, il n'a qu'à viser la fiche. Venez, on vous remet la fiche à partir du ministère des Transports. Cette fiche qui ira au CADAC. Parce que toi qui dois être porteur de permis, on doit te poser des questions. Ces 50 récipiendaires se félicitent des connaissances acquises à l'issue de cette formation. Le nombre de personnes à transporter sur un taxi-moto, la maîtrise du code de la route sont entre autres notions enseignées à ces agents. Il y a des années que je conduis la moto, mais je ne connais pas les codes de route. Mais à travers cette société, ça nous a permis aujourd'hui de connaître beaucoup de codes de route, beaucoup de panneaux que nous rencontrons nuit et jour, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, alors que ces panneaux nous parlent. Mais si tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir ce que ça veut dire. Initiatrice de cette formation, la Guinéenne pour la construction, le commerce, l'agriculture, le transport, l'élevage et les mines, Guy Katem, se fixe pour objectif de couvrir tout le pays. Circulation routière encore 3 mois après le lancement du plan d'urgence, l'heure est au bilan. Sur le plan a produit des résultats positifs. Des défis restent encore à relever, notamment le respect du code de la route et l'indulgence des automobilistes. Le point avec Alpha Isiagaba. Annoncé pour 3 mois, le plan d'urgence de la sécurité routière est terminé depuis début janvier. Avec l'opération déguerpissement et la tenue des états généraux de la circulation routière. Ce plan d'urgence a permis de réorganiser la circulation à Conakry, même si quelques ratés ont été constatés. Au début, on avait déployé plus de 900 et quelques agents. Après un mois, on a vu que c'était trop fatigant. On a divisé le groupe en deux, sous forme de rotation. Un premier groupe travaille de 7h du matin à 15h, un deuxième groupe de 15h à 22h. Et c'est ce qui continue. Mais quand la police est là pour administrer la cité, il faudrait que cette cité-là comprenne qu'elle n'est pas son ennemi. Les usagers veulent bien croire aux nouveaux engagements de la police routière. Certains adressent des propositions pratiques aux agents. Au départ, quand même, ils ont bien travaillé. Ils ont déguerpi les lieux qui étaient occupés par les commerçants. S'il faut même voir les marchands ambulants, quoi. Il faut qu'ils soient présents sur les lieux, nuit et jour, et qu'ils veillent réellement au bon fonctionnement des principes qui sont imposés par le ministre de la Sécurité. Il ne faut pas faire souvent un feu de paille. Aujourd'hui ou demain, vous abandonnez. Dès que vous abandonnez, c'est pas bon. Vous savez, nos chauffeurs, il y a beaucoup qui sont indisciplinés. Ils ne respectent pas la loi. Et quand vous entendez un pays, c'est la loi. Les services de la police n'entendent pas baisser les bras. Près de 500 nouvelles barrières sont conçues à cet effet. Elles seront disposées à certains carrefours. Pour réussir ce pari, le civisme des conducteurs et la contribution de tous est nécessaire dans la circulation. Politique, la distribution des cartes d'électeurs est effective depuis le 6 janvier dans les communes de Ratoma et Matoto. L'insuffisance des commissions de distribution des cartes est constatée par endroits équipés par exemple pour plus de 12 000 électeurs. Seulement 2 commissions de distribution sont sur place. Makeme Donzo, Alassane Silla pour en savoir davantage. À Ratoma, ils sont plus de 483 000 électeurs attendus aux urnes le 4 février prochain. 44 commissions sont constituées. Elles distribuent actuellement les cartes d'électeurs dans les 34 quartiers de la commune. Avant, il y avait 6 commissions qui venaient dans le quartier, d'après le chef de quartier pour la distribution de chaque secteur et une commission. Mais cette fois-ci, ils n'ont pris qu'une seule commission et par la volonté des gens, on a pu trouver 2 commissions et pour distribuer 12 529 cartes électeurs. Parfois, on est envahi. Il a fallu qu'on manage les citoyens pour que les citoyens puissent être en position de leur carte. Pour accélérer les opérations de distribution de cartes, Ratoma demande encore plus de commissions. Pour moi, c'est compliqué parce que d'abord, il y a du monde. Et on nous dit que la commission ne comporte que 3 membres.
pour plus de 12 000 électeurs et 27 bureaux de vote. J'aurais demandé à la CENI de faire un peu d'effort pour ne reste que 2 ou 3 commissions par quartier pour que ça puisse aller un peu plus vite. Sinon c'est vraiment compliqué, c'est dur. Un véritable casse-tête. C'est pas possible, on n'est qu'au début, hein, mais attendez qu'il reste une semaine avant les élections. Il va y avoir des problèmes. Dans la commune de Matoto également, l'insuffisance du nombre de commissions de distribution de cartes d'électeurs se pose par endroits. Pour plus de 374 000 électeurs, seulement 48 commissions sont constituées. Elles doivent couvrir les 37 quartiers de la plus vaste commune du pays. La fin des travaux de construction du centre de recherche et de formation en infectiologie, c'est pour bientôt. Coût de réalisation près de 200 000 €. Les initiateurs de ce projet entendent renforcer l'expertise des professionnels de la santé dans le domaine des maladies infectieuses. Francis Collier nous signe ce reportage. À une année de la pose de la première pierre par le président de la République, le centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée-Serfig sort de terre. Cet édifice, réalisé par la volonté de l'État guinéen avec son partenaire l'IRD, va aider à combler un déficit entre l'enseignement et la recherche. Les travaux ont coûté à peu près 200 000 €. L'infrastructure est composée de bureaux, de salles de formation et de laboratoires. Les bureaux sont équipés, les gens travaillent et il reste le laboratoire à équiper. Là, ça se mettra en place progressivement. Nous espérons que ce sera fini dans quelques mois parce que nous faisons attention aux matériaux. Vous avez constaté que même le sol, le revêtement du sol, il doit être spécifique. Il est commandé, il va arriver cette semaine. Nous ne voulons pas de carreaux dans le laboratoire, donc ça va arriver très rapidement. L'idée, c'est d'avoir un laboratoire qui est accrédité par l'OMS. La crise Ebola est un peu à l'origine de la création de ce centre de recherche et elle va nous permettre aussi d'investiguer d'autres maladies infectieuses. Et ce n'est pas le seul bâtiment en construction et il y a l'Institut Pasteur aussi qui est prévu. Bien avant la visite de ce centre, les cadres des 3 départements en charge de l'éducation se sont retrouvés autour de leur ministre pour renforcer les liens de coopération au compte de 2018. Chaque département a certes ses spécificités dans l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, des enseignants, du personnel administratif, mais chacun, à son niveau, fait les efforts qu'il faut pour que vous évoluiez dans les meilleures conditions possibles, pour un seul but, donner le meilleur de nous-mêmes à ceux qui en ont besoin, ces élèves, ces étudiants et ces apprenants qui sont dans nos écoles. La continuité des réformes engagées, notamment la formation des personnels, les infrastructures et les équipements, ont été les vœux formulés par les syndicats et la conférence des recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement et de recherche. Les nouvelles nationales sous forme de télégramme, le chef de l'État reçoit un satisfecit de la part de la section guinéenne de la presse francophone. À Bokeh, la société Mining récompense ses employés pour le record mondial en matière d'exportation de la bauxite. Et l'artiste Almarion offre ce samedi un concert gratuit au public mélomane de la capitale. La Guinée, en bref, avec Moussa Bangoura. Le chef d'état-major général des armées est à l'honneur. Il reçoit une marque distinctive. Un satisfecit lui est décerné par la section guinéenne de la presse francophone. Une distinction qui récompense l'implication personnelle du général des corps d'armée, Namouri Traoré, dans la réussite des 46e assises de l'Union internationale de la presse francophone, tenues en novembre 2017 à Conakry. Ce satisfecit, je le décerne à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Si aujourd'hui on parle de la réforme, c'était la volonté politique, mais il faut avoir des acteurs. Et ces acteurs constituent tous ces officiers, ces sous-officiers, ces militaires du rang. Bien entendu, des partenaires bi- et multilatéraux. Dans la vie, c'est une question de choix. Et si vous me permettez, je dirais que nous sommes tous des soldats. Vous êtes des soldats de l'information, de la presse, et nous sommes des soldats des armes. C'est la raison pour laquelle chacun de nous doit faire en sorte pour que la paix règne dans notre pays. La société minière de Bokeh, SMB, a fait un record mondial dans la production et l'exportation de la bauxite.
Cette année, 30 millions de tonnes ont été exportées. Fier de ce résultat, la coordination a effectué un déplacement sur le site pour féliciter et récompenser les travailleurs chinois et guinéens. La délégation était conduite par le PDG de Winning International. Et en tant que le commandant général du projet, donc lui il pense que c'est une responsabilité sociale, même pour lui-même, de développer l'équipe, de tout ce travail dans un environnement à la paix et puis très avancé. Donc lui il pense pour l'année prochaine, le but ce serait clair, c'est que augmenter la condition de la vie et du travail des employés et on se développe ensemble pour atteindre, pour continuer à être le premier projet de bauxite du monde. Les fils ressortissants et résidents de Tareki Douadjabi organisent le FIDAO de la localité, une cérémonie consacrée à la lecture et l'interprétation du Saint-Coran. Chaque année, les fils se retrouvent pour discuter également des questions de développement de la dite localité. Au cours de l'événement, le Coran a été lu plusieurs fois et des prières ont été formulées pour la paix en Guinée. Il y a des milliers de personnes qui se sont retrouvées, qui sont venues un peu partout, de tous les villages environnants. En tout cas, nous sommes très fiers, nous sommes très contents de participer chaque année au Grand Fidao de Tareki Douadjabia, qui ne pourra qu'apporter le rayonnement à l'ensemble du peuple de Guinée, mais également aux fils et filles et à toutes les personnes qui participeront à ce Grand Fidao. Un vieux importateur de lance-pierre vient de tomber dans les filets des agents de colonel Kegro. Ce dernier est accusé de vendeur de lance-pierre modernisés, souvent utilisés dans les différentes manifestations politiques et sociales. Interrogé sur les faits, le vieux Abdoulaye nie les faits et dit que sa marchandise qu'il importe de la Chine est destinée pour la chasse des oiseaux. L'intéressé ne soit pas couvert par la loi. Un commerçant couvert par la loi, c'est un commerçant qui se dote de documents le permettant de se justifier. Et vous voyez, en ce moment, ça devient une responsabilité partagée entre lui et l'État s'il y a un problème. Alia Barry Almarion, 25 ans, une petite au profil prometteur. Il émerge de la nouvelle pépinière de la musique guinéenne. Depuis 2001, cet artiste forge un style qui mélange hip-hop, R&B et trap. Almarion est aussi à la fois chanteur et danseur hors pair. Ce samedi, dans un concert dédicace gratuit, Almarion présente au public mélomane une mixtape de 8 sons pour faire découvrir son talent. Déjà, le jeune musicien prévoit de sortir successivement cette année 3 albums intitulés Un rêve réalisé, Le début du commencement et Le chemin continu. Je voyais des choses dans ma société et je vivais dans cette société, donc je ne pouvais pas rester sans rien faire. Donc je me suis dit pourquoi ne pas dénoncer ces choses que je voyais. Vous l'avez plutôt compris, c'est le chef d'état-major général des forces armées guinéennes qui reçoit un satisfecit de la part de la section guinéenne de la presse francophone. À présent, place à quelques cérémonies de présentation de vœux responsables de certains départements ministériels et institutions républicaines. C'est le cas du Conseil économique et social, de la primature et du ministère du budget. Le condensé signé Elhaji Ayassila. C'est par une minute de silence à la mémoire des cadres et agents disparus que la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2018 du personnel du Conseil économique et social a débuté. Le personnel administratif du CES a exprimé sa disponibilité à travailler dans la discipline et dévouement. La présidente du Conseil économique et social a pour sa part réitéré son engagement à œuvrer pour le bien-être et l'épanouissement de tous les travailleurs du Conseil économique et social.
Les travailleurs de la primature étaient face au Premier ministre ce mercredi pour la présentation des vœux de Nouvel An. Une occasion pour l'ensemble du personnel et les structures rattachées à la primature d'exprimer non seulement leurs vœux de Nouvel An au Premier ministre Mamadi Youla, mais aussi rappeler les différentes réformes engagées par le gouvernement, notamment dans les secteurs des finances publiques, des mines, des télécommunications, de l'agriculture, du budget, du tourisme et des travaux publics. Il y a plus de capacités créées en 7 ans que pendant les 50 années précédentes. Donc ce serait dommage que pour des questions, j'allais dire conjoncturelles, qu'on puisse avoir une perception tout à fait biaisée du travail et des efforts faits par l'État guinéen au cours de cette période. Qu'au cours des 7 dernières années, il a été fait plus d'efforts d'investissement pour créer des capacités dans l'électricité que pendant les 50 années avant. Le ministre du Budget est reconnaissant à l'endroit de la Direction générale des douanes, ce pour le travail bien accompli durant l'année 2017. Mohamed Lamine Doumbouya l'a exprimé ce jeudi lors d'une rencontre de présentation des vœux. Il est de mon devoir, en tant que ministre du Budget, de venir auprès de vous, vous qui vous êtes battus nuit et jour, sous la pluie, le long des frontières, mais aussi au prix du risque de vos vies respectives pour défendre notre économie, défendre notre population et nous assurer un minimum de sécurité. Donc, si un tel événement arrive, au-delà de ce que je peux dire aux différents directeurs et leurs adjoints qui participent aux réunions de cabinet, je me dois de venir aussi auprès de vous pour réitérer toute ma reconnaissance. Enfin, sport foot, nous vous amenons à Guéguétou. Le stade préfectoral Tiendenan Dembadouno a abrité du 16 décembre au 6 janvier le tournoi de football doté du trophée professeur Alpha Condé. Il a regroupé les 9 communes rurales et la commune urbaine de Guéguétou. Cette compétition a été remportée par une équipe locale, la Mamie Bélamou. Ce tournoi de football inter-sous-préfecture doté du trophée du président de la République a regroupé les 9 communes rurales et la commune urbaine de Guékédou. Une manière pour les organisateurs de renforcer la cohésion entre les habitants de la préfecture. L'événement est aussi mis à profit pour promouvoir les actions de développement du chef de l'État. C'est devenu une jeunesse plurielle, une jeunesse où chacun se donne la main. Pour preuve, lors des festivités de fin d'année, tout s'est bien passé entre cette jeunesse. Donc, je dis plein succès à toute la jeunesse de Guékédou et bonne compréhension à la jeunesse de Guékédou. Aujourd'hui, la jeunesse de Guékédou parle d'une seule voix. Vous avez pu voir ici les jeunes qu'on a appelés dans cette préfecture cadre de concertation, qui sont dans les t-shirts du RPG. Vous avez pu voir ici les jeunes qu'on appelle dans cette préfecture les grandes gueules, qui sont dans les t-shirts du RPG. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, dans cette ville, toute la jeunesse adhère aux idéaux du président de la République, le professeur Alpha Condé, et sont prêts à accompagner ces actions, sont prêts à accompagner le RPG Arc-en-Ciel pour une victoire éclatante. La finale a opposé la sous-préfecture de Bolodou à celle de Fangamadou. L'équipe de Fangamadou s'est adjugée le trophée en battant l'équipe de Bolodou sur le score d'1-0. But inscrit par Guy Bassano à la 44e minute. Depuis en 98, Fangamadou était venu à la demi-finale. Et cette fois-ci, on est venu avec l'équipe, juste c'était pour le trophée. Le secret n'est rien donc que les entraînements. Comme c'est le match, c'est la meilleure équipe qui gagne. Sinon, mon équipe a bien joué. Cette compétition a réussi grâce à l'appui de Abraham Richard Kamano, l'un des fils de cette localité. Les artistes de Guéguédou ont également égayé le public après la remise des équipements sportifs et d'autres prix d'encouragement.
Voilà, c'était tout pour ce soir. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Excellente année 2018 à toutes et à tous. À demain, Inch'Allah. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale. Cancan, à quelques heures de la grande fête, la ville accueille les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance nationale, une fête en différé pour remettre les infrastructures qui ont été réalisées, 33 au total pour la préfecture. Ce soir, avec Abdul Karim Kamara, nous allons vous présenter l'ensemble de ces infrastructures.